messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La coopération ivoiro-française se renforce davantage. Plusieurs personnalités ont pris part ce 14 juillet aux côtés du diplomate français Jean-Christophe Béliard à la fête nationale de la France. Au nombre des invités, le vice-président ivoirien, la première dame Dominique Ouattara, le premier ministre Patrick Kachi et plusieurs membres du gouvernement. L'heure est aux préparatifs des élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante vient d'échanger avec les partis politiques les points abordés, le contentieux de la liste électorale et les éventuelles irrégularités constatées. La CEI s'attelle à obtenir une liste électorale définitive. Le programme d'entretien routier pour la période 2023-2025 a été officiellement lancé. Il profitera aux régions. Les routes en terre seront reprofilées sur le territoire national afin de faciliter le déplacement des biens des personnes, coût estimé environ 75 milliards de francs CFA pour 17 km de route. La phase de présélection pour les concours d'entrée à l'École nationale d'administration a débuté aujourd'hui. Plus de 42 000 candidats, tous cycles confondus, sont en lice. Un chiffre record. La ministre Anne-Désirée Oloto a donné le top départ des épreuves pour les candidats du cycle supérieur. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Un géant du cinéma s'est éteint, les talons d'or de Yenega au FESPACO en 1993. Roger Nwambala nous a quittés lundi dernier. Le 7e africain perd ainsi l'un de ses piliers, mais son héritage brille toujours. Ce soir, dans la page culture, donc, nous célébrerons sa vie, son œuvre, sa vision artistique unique combinée à sa maîtrise technique qui a donné naissance à des films emblématiques. Et vous vous souvenez d'Au nom du Christ, Bouka, Amanié, Adangamana, j'en passe et j'en oublie. Roger Nwambala laisse derrière lui une riche filmographie intemporelle. Mais comment pérenniser son héritage? Que retenir surtout du talent de cet illustre réalisateur? Que retenir donc de son parcours? Et justement, pour nous répondre, nous avons invité M. Bertin Akafou, expert du cinéma, qui nous rejoindra dans quelques instants. Il y avait du beau monde hier à la résidence de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités ont pris part ce 14 juillet aux côtés du diplomate français Jean-Christophe Béliard à la fête nationale de la France. Et parmi les invités, le vice-président ivoirien, la première dame Dominique Ouattara, le premier ministre Patrick Kachi. Le reportage de Logoreti est commenté pour vous par Alexis Ouedraogo. La résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a été le cadre de la célébration du 14 juillet ce vendredi à Abidjan. Le pays est aux côtés de la communauté française avec une forte délégation conduite par le vice-président Thiemoko Mele Kone. La première dame Dominique Ouattara, le premier ministre Patrick Kachi, plusieurs présidents d'institutions ainsi que des membres du gouvernement ont aussi pris part à la célébration. Au cours de son discours, l'ambassadeur Jean-Christophe Béliard se réjouit de l'excellence des relations entre les deux pays. Il se félicite des progrès réalisés sous le leadership du président Alassane Ouattara. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire est en paix. C'est un bien précieux que la Côte d'Ivoire cultive et entretient jour après jour. La Côte d'Ivoire a d'autant plus de mérite qu'elle vit dans une région complexe, instable, où le terrorisme gagne du terrain et où des centaines de milliers de personnes sont déplacées ou réfugiées. La jeunesse est la priorité des priorités de la Côte d'Ivoire et la France accompagne autant qu'elle le peut cette priorité avec notre partenariat dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'employabilité des jeunes, du service civique, de l'école de la seconde chance, du financement qui monte en puissance des PME et des start-up. Le 14 juillet est commémoré depuis 1880. La loi faisant de cette journée fête nationale a été promulguée le 6 juillet de cette année. Cette date, notons-le, est associée en général à la prise de la Bastille.
Voilà, et la Côte d'Ivoire, tête d'hospitalité, vient de lancer son programme d'entretien routier pour la période 2023-2025. Et ce programme profitera à toutes les régions. Les routes en terre, justement, seront reprofilées sur le territoire national afin de faciliter le déplacement des biens et des personnes. Coût estimé pour ces travaux, environ 75 milliards de francs CFA pour 17 km de route, nous rapporte Mahama Traoré. Ce sera le 6e programme d'entretien routier qu'engage le gouvernement depuis 2012. Il couvre 3 années, 2023, 2024 et 2025. Sa vocation, traiter 72 000 km de routes en terre pour un coût global de 278 milliards de francs CFA. Une tâche confiée à 135 entreprises retenues après appel d'offres. Les programmes d'entretien routier ont 3 objectifs, à savoir sauvegarder le patrimoine routier existant, désenclaver les zones de production agricole pour faciliter l'écoulement des produits vers les grands centres de commercialisation, mais également et surtout faciliter l'accès des populations aux infrastructures socio-économiques de base. Pour 2023, 17 000 km de routes en terre seront reprofilés, soit un investissement d'environ 75 milliards de francs CFA. Avant l'exécution des marchés, les structures compétentes que sont le Fonds d'entretien routier, la Direction générale des infrastructures routières et l'Agence de gestion des routes rencontrent les entreprises sélectionnées afin d'échanger sur les éventuelles difficultés qui pourraient entraver les résultats attendus. Les intempéries ne sont pas un facteur bloquant, nous le savons tous, mais alors il est question pour nous de prendre toutes les dispositions idoines pour pouvoir respecter le calendrier que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Ils nous ont rassuré que le paiement est disponible. Des difficultés pour avoir des préfinancements avec les banques, ont pris les dispositions avec l'association des banquiers de Côte d'Ivoire. Des garanties certes, mais une tolérance zéro est prévue pour les entreprises défaillantes. C'est sur 3 ans, mais rien ne garantit que l'année prochaine, ces entreprises-là auront le marché. Autant on leur donne de la visibilité sur les 3 années, autant si chaque année les résultats escomptés ne sont pas attendus, ces entreprises-là seront purement et simplement retirées. Le réseau routier ivoirien compte 82 000 km de linéaires, dont 91% de routes en terre. 40 000 km de routes avaient été traités lors du précédent programme d'entretien routier. Attention donc à l'incivisme sur ces routes qui sont reprofilées. La commission spéciale de suspension de retrait de permis vient justement de sévir. 31 permis de conduire ont été suspendus. Il faut donc respecter le code de la route. Léon Bro. Automobiliste FK face à la commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire. Il est auditionné entre autres sur les circonstances et son implication dans l'accident de la circulation qui a entraîné le retrait de son permis de conduire. 44 dossiers à examiner à cette première session du 2e semestre 2023. 16 dossiers pour des cas d'accident corporel, 16 dossiers pour des cas d'accident mortel et 3 dossiers pour des cas d'infraction, autres que ce que je viens de dire, 10 autres cas. 6 permis de conduire restitués à leur titulaire, dont 4 avec sursis, 31 suspensions fermes allant de 3 mois à 15 ans et 7 absents sur les 44 dossiers examinés. Des chiffres bien loin de ceux du premier semestre 2023. 317 dossiers en 7 sessions qui sont composés de 17% d'accidents mortels, 35% d'accidents corporels, 37% d'accidents matériels et 11% d'autres infractions. C'est vrai que nous constatons toujours des accidents, mais comparativement à la même période de l'année passée, nous avons une diminution, surtout en ce qui concerne le nombre de tués. Amélioration de la sécurité routière, c'est grâce aux réformes du gouvernement, notamment la vidéo-verbalisation. Toutefois, et au regard de la saison des pluies, la coordination des actions de sécurité routière invite les usagers de la route à redoubler de prudence. Le but, minimiser les décès par accident de la circulation. Alors, vigilance sur les routes. Nous sommes à moins de 2 mois des régionales et municipales dans notre pays. La CEI s'active donc pour les préparatifs. La commission électorale indépendante vient justement d'échanger avec les partis politiques. Ils ont évoqué le contentieux de la liste électorale et les éventuelles irrégularités constatées. Notez que plusieurs groupements politiques ont pris part à cette rencontre, nous dit Konaté Moussa.
14 147 réclamations enregistrées par la CEI dans le cadre du contentieux de la liste électorale. C'est le bilan fait par le président Ibrahim Koulibaly Kuibié à cette séance de travail avec les partis politiques. Sur le total des réclamations reçues, 3 548 ont été jugées irrécevables, soit parce qu'elles ont été formulées hors délai, soit la qualité du réclamant ou du demandeur faisait défaut, soit la réclamation portée devant la commission électorale n'était pas fondée par manque de preuves. Après examen des requêtes qui ont donc été considérées comme recevables, dans le fond, 3 058 réclamations ont été rejetées. 7 541 réclamations ont été jugées valides et reçu une suite favorable. Ces réclamations validées et prises en compte systématiquement par la commission électorale indépendante se déclinent comme suit. 2927 concernant les inscriptions, 3971 concernent les corrections des mentions, c'est-à-dire l'actualisation, et 643 concernent la radiation. La rencontre avec le groupement politique vise également à recueillir leurs avis et préoccupations, notamment sur les cas d'irrégularité constatés. Nous avons le cas des décédés qui figurent encore sur la liste électorale. Nous avons aussi des cas de personnes qui ont usurpé leur identité. À la dernière rencontre avec le président de la CEI, il a déclaré clairement qu'il y avait 3000 cas de personnes qui avaient fraudé sur le certificat de résidence. Et la CEI avait porté plainte contre ces personnes. Parce que ce n'est pas normal. Nous disons merci au président de la CEI, mais nous disons qu'il faut continuer. Certains partis politiques ont soulevé des problèmes qui ont été soumis à la commission centrale. La commission a examiné ces problèmes. La commission nous a fait le point de ces recherches et la commission nous a informé des solutions qui ont été adoptées. Et donc nous considérons que ces solutions contribuent à la fiabilité de la liste électorale, apaisent et rassurent les différents acteurs politiques. Nous avons été heureux que la CEI ait pris en compte nos préoccupations, nos observations et a décidé d'y apporter les solutions idoines. Nous repartons avec le sentiment que ce travail va se poursuivre et de façon progressive nous conduire à avoir une liste électorale propre, crédible, comme nous le souhaitons. C'est l'attitude déjà, la démarche de rencontrer les partis politiques pour porter à leur connaissance tout ce qu'ils ont fait comme travail pendant le contentieux. C'est un souci de transparence qu'il faut saluer, c'est un esprit de transparence qu'il faut saluer. À l'issue des échanges, le président de la CEI se félicite de la bonne ambiance qui a prévalu. Nous avons souhaité que nous ayons une séance de travail au cours de laquelle nous allons donner des réponses à ces irrégularités-là, entre griffes. Et nous nous sommes compris, tout s'est très bien passé et je pense que les solutions ont été trouvées et la liste électorale qui va sortir sera une liste électorale transparente et inclusive parce qu'elle est issue de la volonté de tous les partis politiques. La date de la liste électorale définitive sera connue à venir. Voilà, nous avons reçu deux communiqués émanant de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je vous livre le contenu. Sur saisine du président de la République, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, convoquent respectivement, mesdames et messieurs, les députés et les sénateurs aux délibérations du Parlement réunis en congrès sur le projet de loi portant modification de la loi du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 19 mars 2020, le mardi 18 juillet 2023 à 14h à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Cette réunion du Parlement en congrès se tient à la demande du président de la République, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, conformément à l'article 177 de la Constitution. Et ce communiqué tient lieu de convocation individuelle pour les députés et
et les sénateurs. Le complexe Jesse Jackson de Yopougon a abrité une séance de travail entre 4000 sentinelles et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, qui est candidat au municipal à Yopougon. 4000 personnes ont pris d'assaut le complexe Jesse Jackson de Yopougon. Objectif, remobiliser les troupes du RHDP avant les élections locales. Il s'agit pour les organisateurs de mettre en mission les jeunes, les associations, les leaders de communauté et les femmes. Le message est bien perçu par les participants. Nous demeurons vos soldats, prêts pour le combat, prêts pour la protection de notre intérêt commun, à savoir la commune de Yopougon, si chère à vos yeux. Pour cela, nous irons partout où vous nous enverrez pour porter votre voix, pour porter votre projet communal pour Yopougon. Votre équation personnelle d'homme d'État, d'homme généreux et populaire, d'homme pragmatique, avec une haute conscience et une volonté inébranlable de relever les défis qui s'imposent à vous, ont largement contribué à votre assise populaire. Pour ratisser large en faveur du candidat du RHDP, 6 coordinations ont été créées. Ces coordinations pilotées par Claude Sailly travaillent à la mise en place de la stratégie du RHDP. Aujourd'hui, ce n'est pas un meeting que nous avons tenu, mais une séance de travail avec l'ensemble des sentinelles et des superviseurs des 6 coordinations de l'axe 2 que j'ai donc mis sur pied. Et chaque sentinelle a eu le devoir de rechercher 50 personnes. Or, nous avons aujourd'hui 4000 sentinelles pour le seul axe 2, l'axe stratégique de l'élargissement de la base électorale de la campagne d'Adama Bictogo. Voici comment scientifiquement nous avons donc élaboré cette stratégie. Adama Bictogo, présent à cette cérémonie, n'a pas souhaité prendre la parole au cours de cette rencontre. Il s'exprimera très prochainement devant les populations de Yopougon, a-t-il promis. Là, le reportage de Frédéric Olaï était commenté pour vous par Éric Goré. Ils sont plus de 42 000 candidats inscrits au concours d'entrée à l'ENA pour l'année 2024, tous cycles confondus. Un chiffre jamais atteint dans l'histoire de l'École nationale d'administration. Ce matin, la ministre Anne-Désirée Oloto a donné le top départ des épreuves pour les candidats du cycle supérieur. Grâce Kanto. École nationale d'administration ce samedi. La phase de présélection des candidats au concours d'entrée 2024 à l'ENA démarre. La ministre de la fonction publique lance les épreuves. Les premiers concernés sont les 5 426 candidats du cycle supérieur répartis dans 3 villes du pays, Abidjan, Daloa et Yamoussoukro. Ils composent en culture générale, anglais et logique. Je suis professeur au privé. J'ai décidé de passer ce concours pour être inspecteur des impôts. Je vais avoir une autre expérience professionnelle. Et je trouve que les épreuves sont plus ou moins abordables. Bon, j'ai vu les épreuves, je crois que je peux m'en sortir. J'ai suivi des cours de préparation pour présenter ce concours. Et je pense que cela va m'aider à réussir à atteindre mes objectifs. Pour le concours d'entrée 2024 à l'ENA, quelques innovations sont enregistrées. La réduction du coefficient de l'étape de l'oral devant le grand jury qui passe de 5 à 3, mais également le fait aussi que dans ce grand oral, il n'y aura pas de tirage au sort de sujet, mais il s'agira justement d'entretien des membres du jury avec le candidat. Je voudrais vraiment les encourager et les inviter à rester concentrés. Personne ne peut les aider à rentrer à l'ENA en dehors d'eux-mêmes, de leurs compétences, de ce qu'ils ont appris tout au long donc, de leur cursus scolaire. Et je voudrais également dire que les dispositions en vue de lutter contre la corruption ont également été prises en liaison avec toutes les structures de l'État concernées. Au total, pour l'ensemble des 3 cycles, 42 008 candidats sont concernés par le concours d'entrée à l'ENA 2024. Une première dans l'histoire de l'ENA. Nos jeunes Ivoiriens ont compris que l'ENA fait ce qu'il a à faire pour donner de la chance à tous et à toutes. Après la phase de présélection, suivront la phase de sélection et les épreuves orales.
Et nous disons bonne inspiration à tous les candidats. L'université de Bondoukou ouvrira ses portes à la prochaine rentrée académique, précisément au mois d'octobre, et on y formera des cadres de haut niveau dans les domaines de l'architecture, l'urbanisme, l'art, les lettres, les sciences humaines, ainsi que le développement durable. Une faculté de médecine adossée à un CHU est également prévue, nous rapporte Frédéric Oulaye, Chantal et Ouma Kandan. Experts, enseignants-chercheurs et ministères techniques ont défini les axes pédagogiques de la nouvelle université de Bondoukou. Une rencontre au cours de laquelle le président du comité de pilotage a signifié que le parcours de la formation doit tenir compte du marché de l'emploi. Ces commissions ont toutes travaillé en toute indépendance et ont permis de structurer la nomenclature des UFR, écoles et instituts de l'université de Bondoukou et de proposer des parcours de formation alignés sur les 8 domaines du RESAO et à même de répondre aux besoins locaux, nationaux et régionaux du marché de l'emploi. L'université de Bondoukou entend être un pôle d'excellence, un objectif en cohérence avec la thématique du développement durable qui prend en compte le vécu des populations. À côté de cette thématique, cet établissement a vocation d'être le temple des sciences du langage, des arts et de la communication. En octobre 2023, nous allons ouvrir l'université à la première promotion de bacheliers avec un certain nombre d'infrastructures et d'équipements. Et les travaux vont continuer et l'ensemble de la phase 1 de l'université sera achevé fin décembre 2023. De 2011 à ce jour, la Côte d'Ivoire est passée de 3 à 9 universités avec la création de l'université de Bondoukou. Selon le ministre Adama Diawara, l'État a consenti d'énormes ressources financières et humaines. Ce sont 4 870 enseignants, chercheurs qui ont été recrutés pour améliorer l'offre de formation. Et on poursuit notre périple à l'intérieur du pays, direction le village d'Agbaou dans le département de Divo qui a abrité la 8e édition de la journée d'excellence, journée initiée par le groupe minier d'Agbaou. Et cette édition citoyenne a permis de récompenser plus de 200 élèves issus de 5 groupes scolaires de la localité. La ministre Mariatou Kodé a pris part à cette journée d'excellence. Djamagaki. 246 meilleurs élèves des 5 villages de la localité d'Agbaou, primés à l'occasion de la 8e édition du prix d'excellence scolaire 2023. Issus des classes des cours préparatoires 1 au cours moyen 2, ils reçoivent des diplômes d'honneur, des kits et des bourses scolaires d'une valeur de 150 000 francs CFA. Le prix du meilleur des meilleurs admis au certificat d'études primaires élémentaires CEPE et à l'entrée en 6e fut attribué à l'élève Touré Oumar du village de Dako avec 152,34 points. J'étudiais à la maison, mes parents m'encadraient, j'ai bien fait, j'ai travaillé pendant les examens, j'étais sage en classe. Cette journée est une initiative du groupe minier d'Agbaou qui promeut le mérite scolaire dans les villages impactés par les activités de sa mine. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des ingénieurs, il y a des directeurs, mais demain, la relève, c'est qui? Et aussi, c'est important pour les parents qui sont ici, qui chaque fois réclament des emplois, de leur dire qu'il ne suffit pas de servir des emplois maintenant, mais c'est de préparer aussi les enfants à être ceux que nous voulons voir demain. La représentante du directeur régional de l'éducation nationale, du COGES, autorité locale, tous ont salué l'institution de ce prix d'excellence. L'éducation, c'est l'arme la plus solide, la véritable arme qu'on doit utiliser si on veut changer le monde. Et célébrer quelque chose qui émane de l'éducation, donc l'excellence, c'est faire bien les choses. De 2016 à 2023, le groupe a primé 2050 élèves pour un don total de plus de 40 millions de francs CFA en kits scolaires, bourses d'études et en outils informatiques. Et elle est aussi active, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, a procédé hier vendredi 14 juillet à Boisflé au lancement officiel des AVEC, c'est l'association de valorisation et d'entraide communautaire. Le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, Epiphane Zoro Balo, cadre de la région, était également présent aux côtés des femmes. Michel Mambo-Sorodogo. Boisflé. Place Tchéntchén. Elles sont venues nombreuses, les femmes de Zuenoula,
de Bono, de Saint-Fra, de Kononfla, en somme de toute la région de la Maraoué, pour assister à la cérémonie de lancement officielle des AVEC, les associations de valorisation et d'entraide communautaire. Les femmes de Boisflé, de la Maraoué surtout, se battent. C'est le grenier de la Côte d'Ivoire. On s'est bien planté, on s'est bien récolté et on s'est très bien vendu. À l'occasion, 15 AVEC ont été présentés. Elles s'ajoutent ainsi aux 183 déjà en activité dans la région. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, et le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, Epiphane Zorobalo, cadre de la région, ont salué le dynamisme des femmes de la Maraoué engagées pour l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire avant de les inviter à toutes intégrer les AVEC. C'est véritablement un outil d'autonomisation et un outil de développement. Nous encourageons donc Madame le ministre de la Solidarité pour cette belle initiative à l'endroit de nos mamans. Les femmes bourreaux, les femmes yoré, c'est pas vous que nous allons dire comment une femme doit se battre. Vous le faites déjà si bien. Vous êtes toute une leçon pour toute femme. En majorité, vous n'êtes pas allé à l'école, pour celles qui sont en zone rurale. Mais cela ne vous a pas empêché de mener à bien vos activités génératrices de revenus, de trouver la formule pour écouler vos productions jusqu'à Abidjan, de vous mettre ensemble parce que vous savez qu'ensemble vous êtes force. Et pour booster leur production, les émissaires du gouvernement leur ont offert 10 broyeuses mobiles, 10 presseuses, des congélateurs, des tricycles, le tout d'une valeur de plus de 11 millions de francs CFA. Les familles sinistrées par les récentes pluies qui se sont abattues sur Boisflé n'ont pas été oubliées. Elles ont également reçu la visite des 2 ministres qui leur apportaient la compassion du gouvernement. Voilà, la solidarité et la cohésion se renforcent dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Justement, un comité de médiation, vous vous souvenez, a été mis en place récemment par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale afin d'apaiser les tensions dans les villages ébriés. Et justement, l'heure est au bilan de cette mission. On en sait plus avec notre reporter Marie-Chantal Akanda. La communauté Atchan est à la recherche de solutions pour résoudre des crises qui secouent les villages ébriés. C'est une préoccupation pour le doyen Ernest Nkumomobio, ancien maire de la ville d'Abidjan, cadre ébrié. Il a dépêché une délégation auprès du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, en vue de se pencher sur des conflits récurrents qui minent la vie sociale et économique des localités ébriées. Ces conflits ont souvent pour origine des querelles de succession au sein de la chefferie. Noël Akosi Benjo, ancien maire du plateau, fils de la communauté, conduisait la délégation. Tous les villages ne sont pas encore en paix parce qu'il y a un problème de chefferie, un problème de gouvernance, mais c'est des problèmes d'hommes et de femmes qui peuvent se régler. Il suffit tout simplement que nous nous mettions autour d'une table et qu'ensemble nous adressons les problèmes de notre communauté. Je pense qu'avec la contribution du ministre et du gouvernement, nous allons y arriver pour que la paix revienne dans notre communauté et surtout à Abidjan, qui est le cœur du développement de notre pays. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a pris note de cette préoccupation et s'engage à collaborer avec la communauté Atchan afin de les aider à trouver une résolution définitive de ces crises. Ce que nous recherchons sur l'ensemble du territoire, c'est la cohésion, c'est la stabilité. Donc le peuple Atchan n'étant pas en dehors, nous avons été saisis de ce dossier que nous connaissons. Ça fait partie de nos attributions. On va s'investir pour que règne une paix définitive dans tous les villages ébriés. Si eux-mêmes qui nous hébergent, ils ne connaissent pas de paix, il va de soi que nous serons nous aussi perturbés. Ces échanges entre le ministre Kwadio Konombertin et cette délégation marquent une étape sur le chemin de la réconciliation et de la cohésion sociale du peuple Atchan. D'autres rencontres sont prévues en vue d'établir un calendrier de collaboration visant à restaurer une paix durable dans les villages ébriés.
Voilà, ailleurs en Corée du Sud, au moins 22 personnes sont mortes et 14 autres sont portées disparues à la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions. Ces personnes ont pour la plupart été englouties lors des glissements de terrain ou ont chuté dans une retenue d'eau inondée. Selon le ministère de l'Intérieur, des milliers d'habitants ont dû être évacués de leur domicile en raison d'une alerte au débordement d'un barrage. En 3 jours, les fortes pluies ont submergé de nombreuses régions. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. On commence par Cocody qui a abrité récemment la cérémonie de lancement de la 4e édition de Bamoubli Festival, un grand rendez-vous culturel du pays Kroumen, et c'est un appel en direction des filles et fils de cette région. On en sait plus avec notre reporter Didier Nguisson. Grabo, localité située à la frontière avec le Libéria et à 65 km de Tabou. Les organisateurs annoncent les couleurs de l'édition 2023 placées sous le thème « Pays Kroumen, terre d'hospitalité et de fraternité ». Le festival dont il est question aujourd'hui, c'est le festival Bamoubli, qui est à l'image des Pakinou. Bamoubli veut dire allons au village, allons chez nous, pour nous imprégner de nos réalités culturelles, traditionnelles. Nous aurons tout ce qui est Kroumen. Pendant 4 jours, nous allons faire défiler le bolo super que vous connaissez, la loukou, le boyer, le clé, le biti que j'ai découvert à Grabo. Toutes ces danses qui sont en train de se perdre. Vous allez voir le matiko originel, tel qu'il est dansé au village et que Chantal Taïba a travaillé. Ça y est, à Bapé, et nous allons le sortir pour vous montrer le matiko originel à Grabo. Les alliances interethniques également promues au cours de cet événement avec la participation des Aboré, peuples alliés au Kroumen. Nous allons amener une délégation à ce festival et amener certainement une de nos danses guerrières. Le peuple Kroumen est un peuple frère et allié et nous avons beaucoup de reconnaissance envers ce peuple. Des conférences thématiques sur la nécessité d'actualiser et de rentabiliser les alliances interethniques, sur l'origine, les symboles et les enjeux de l'hospitalité du peuple Kroumen marqueront cette édition du Bamoubli Festival. On dit qu'un artiste ne meurt jamais. Aujourd'hui, dans la page culture, donc, nous rendons hommage à l'un des grands piliers du cinéma ivoirien, Roger Nyuambala, dont l'héritage artistique continue d'inspirer les générations de cinéphiles. Et bien, pour évoquer sa vie, son œuvre, nous sommes en compagnie d'un de ses compagnons, justement, M. Bertin Akafou, qu'il a connu, qu'il a côtoyé. Bonsoir, M. Bertin Akafou. Bonsoir. Alors, vous êtes un expert du cinéma, vous êtes scénariste aussi, producteur précisément. Bienvenue sur ce plateau. Le décès de Roger Nyuambala, c'est une nouvelle très difficile. Nous allons en parler. Ce n'est pas facile, mais je sais que vous allez faire l'effort, voilà, pour qu'on puisse avoir ce plateau. Alors, son décès a créé une onde de choc dans le monde du 7e art. Comment avez-vous personnellement appris cette nouvelle, cette triste nouvelle? Donc, c'est un ami commun à nous qui m'a appelé le mardi, le lundi soir, le lundi après-midi, pour m'annoncer la nouvelle. Voilà, et dès mardi matin, je suis parti voir la famille. J'ai discuté un peu avec eux et puis on s'est entendu sur un certain nombre de... De qui vous étiez très proche, il faut préciser. Alors, dites-nous, quels étaient vos liens, vos rapports avec ce géant du cinéma qui était comptable de formation, je rappelle, au départ, et qui s'est lancé par la suite au cinéma? Je dirais que M. Nyuambala était le grand frère que ma mère ne m'a pas donné, parce qu'il est très attentionné et quand j'ai un problème, il est toujours présent, il m'assiste toujours. Donc, si vous voulez, le lien biologique n'existe pas en tant que tel, mais il m'a pris comme son petit frère et il m'a aimé, je dirais. C'est pour cela qu'il a fait pratiquement tous ses films avec moi.
Voilà. Vous êtes un ancien de la RTI, je rappelle, Oui. tout comme Roger Nyuambala aussi, qui y a travaillé en qualité de réalisateur. Alors, dites-nous, comment ce passage à la radio-télévision ivoirienne a-t-il influencé sa carrière? Oui, bon, il est sorti cinéaste, hein. Il est sorti réalisateur de films, et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, quand il est revenu, il a été embauché à la RTI. Et par la suite, il est parti à la SIC et il est revenu... À la SIC, pour les téléspectateurs qui ne savent savent pas. La SIC, c'est la Société ivoirienne des cinémas à l'époque. Et après la SIC, il est revenu sur TV2. RTI 2 aujourd'hui. Voilà, et il m'avait pris comme son directeur, enfin son chef de service production. Voilà, et comment travaillez-vous ensemble sur les scénarios? Oui, on travaille... C'est-à-dire, Mbala, c'est je dirais, un génie de l'image. Il te donne l'image et moi, je dois décrire cette image. Donc, je décris l'image telle que lui veut. Parce que c'est l'image que lui voit. Il voit déjà son film. Il dessine tout. Tout est dans sa tête. Tout est dans sa tête. Et il me dit, bon, voilà, Akafou, voilà ce que je veux. Donc, je ponds ce qu'il faut pondre. Et puis, quand je le lui dis, bon, il est d'accord ou bien il n'est pas d'accord, enlève-moi ce mot, place... Alors, c'est comme ça, il me guide, je le guide. D'accord. Et voilà. Qu'est-ce qui l'inspirait dans l'écriture de ces scénarios? Comment? Les thèmes qu'il aimait tant évoquer, qu'est-ce qui l'inspirait? Oui, Mbala a un thème qui revient de manière récurrente, c'est la société, c'est les problèmes de société. Depuis, déjà à Blacon, il avait évoqué le problème des enfants de la rue. Ensuite, dans Bouka, c'est... Tout ça, ce sont les titres de ces films, voilà. Il faut rappeler. Voilà, Bouka, à Blacon, Bouka, au nom du Christ, qui était l'apothéose, en quelque sorte. Mbala évoque toujours les problèmes de société, les truands qui sont dans la société. Comme le pasteur, pas le pasteur, mais le Magloire Premier, qu'on appelait Nyamiato dans ce film. Nyamiato qui veut dire le menteur, celui qui ment au nom de Dieu. Donc les faits de société. Les faits de société. Il aimait bien aiguiser ces mots-là. Tout à fait. D'accord. Alors Roger Nyuambala donc, a quitté malheureusement définitivement la scène cinématographique, laissant derrière lui une filmographie riche, dont Au nom du Christ, que vous avez évoqué, et qui a permis à notre pays de décrocher les talons d'or du Yenega. C'était en 1993. Son œuvre, son parcours inspirant, son résumé par Serge Kolia. On va suivre ensemble et puis on en reparle. D'accord. Étalon de Yenega est attribué au film de l'Ivoirien Noah Roger Bala. Il est le deuxième et dernier cinéaste ivoirien à avoir remporté les Talons d'or de Yenega. Au nom du Christ, le consacre grand vainqueur du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en 1993. Je pense que le mérite vient à mes collaborateurs, Jean-Marie Adjafi et Akafou Bertin, qui ont écrit ce scénario avec moi, le dialogue qui a fait de ce film un film à succès. Nyuambala s'est éteint dans la nuit du lundi 10 juillet 2023, une perte immense pour le 7e art ivoirien. L'homme fait partie des cinéastes leaders de la belle époque du grand écran en Côte d'Ivoire. À son actif, des longs métrages de qualité. On peut citer Ablakon en 1984, Bouka en 1988 et Andangama en 2000. Formateur de nombreux jeunes réalisateurs, Nyuambala a également apporté son expertise à la RTI en tant que réalisateur et directeur des programmes sur RTI 2. À l'occasion du FESPACO 2023 à Ouagadougou, Nyuambala avait été honoré à travers la pose de la première pierre de sa statue à la colonne des étalons au rond-point des cinéastes sur l'une des grandes avenues de Ouagadougou. Il ne sera malheureusement pas à l'inauguration de cette statue au prochain FESPACO de 2025. Décédé à 82 ans au CHU de Treichville, Nyuambala était le seul vainqueur de l'étalon d'or encore en vie après le décès de Fadiga Kramo-Lansine. Le sort, malheureusement, en a décidé autrement? Tout à fait, parce que quand on lui a annoncé qu'il allait avoir sa statue, n'est-ce pas, sur le boulevard à Ouaga, et il m'a appelé, il dit « Ah, Akafou, voilà ce qui va arriver. »
J'ai dit, prions Dieu pour que nous puissions arriver à cette date-là et qu'on puisse partir à Ouaga pour fêter ta statue. Il a dit, tout est dans la main de Dieu. Et tout est dans la main de Dieu. Malheureusement, la grande faucheuse en a décidé autrement. Mais un artiste ne meurt jamais. Tout à fait. On ira à Ouagadougou, certainement pour célébrer cela. Et on va parler toujours de Roger Nyuambala avec un beau souvenir. On va se souvenir, donc on va repartir encore à Ouagadougou, justement, le FESPACO, où il a décroché les talons d'or du Yenega en 93. Quel souvenir gardez-vous? Ce souvenir inoubliable pour vous, hein? Bien, le souvenir que je garde, c'est que Mbala avait comme une prémonition qu'il allait se passer quelque chose. En 1993, là? 93. Alors, il m'a dit, il était le dernier à envoyer son film à Ouaga. Et quand il est arrivé, qu'il est descendu de l'avion, il m'a dit, quand je suis descendu de l'avion, j'ai vu une étoile comme ça. Je voulais ramasser, mais je ne sais pas si c'était une illusion comme ça. Bon, il n'a pas ramassé, il est parti. Il est parti, il a continué sa route parce qu'il ne pouvait pas ramasser, ce n'était pas possible. Et puis voilà qu'il revient avec les talents du Yenenga. Alors c'est comme si c'était une prémonition qu'il avait senti que le film allait avoir ce... Et ce film, c'est Au nom du Christ. C'est ça. Alors dites-nous, ce film-là a joué un rôle majeur dans la renommée de Roger Nyuambala. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce film est particulier et comment il a propulsé la carrière de Roger Nyuambala? Le film est particulier parce que Mbala pose un problème de société aussi dans le nom du Christ. Il y a une profusion de personnes, n'est-ce pas, qui s'élèvent, qui croient en Dieu, mais ils ne savent pas où s'accrocher. C'était en quelque sorte une déroute sociale. Une déroute sociale. Et ceux qui doivent apporter le soulagement à la société qui allait en dérive, ceux-là, n'est-ce pas, ne jouent pas leur rôle comme il se doit. Et Nyami Ato, qui est Magloire Premier, qui est le pasteur, le grand religieux qui se disait cousin du Christ, a fauté parce que c'est un mythomane. C'est un mythomane et il vit son propre mythe. Donc, il rapportait en fait ce qu'on vivait près de nous, ce qu'on ressentait dans notre environnement, les faits de société, donc les faits de société qui l'aiguisaient. C'est ça. Alors, en tant qu'expert du cinéma, comment évaluez-vous la contribution de Roger Nyuambala à la fois dans les courts et les longs métrages? Bien, Mbala, c'est une image marquée du cinéma en Côte d'Ivoire. C'est une image marquée. Il est, disons, parmi ceux qui ont fait des films de valeur en Côte d'Ivoire. Donc, dans les courts-métrages, c'était des essais pour lui. C'était des essais, n'est-ce pas? Et les longs-métrages, pour lui, il avait l'ambition, n'est-ce pas, de faire de bonnes choses, de bons films. Parce qu'il est très rigoureux. Et il mettait l'accent sur la formation. Voilà, sur la formation des jeunes. D'accord. Parce que le dernier scénario que nous avons écrit ensemble, je l'ai apporté, il est là. C'est Une vie après. C'est le titre de Comme s'il savait. Donc, ça parle maintenant de son héritage qu'il faut pérenniser. Tout à fait. Alors, comment on peut pérenniser l'héritage de Nyuambala? Écoutez, le scénario est là. Moi, je ne suis pas un réalisateur de fiction, mais je pense qu'on peut vendre ce scénario aux mécènes ou à ceux qui veulent bien travailler là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Avec l'accord de la famille, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Bertin Akafou. La Côte d'Ivoire vient de perdre son deuxième lauréat de l'étalon d'or de Yenega. Après Fatiga Kramo, l'entendu aujourd'hui, c'est Roger Nyuambala. Est-ce qu'il faut céder à l'inquiétude, au désespoir? Non, il ne faut pas désespérer. La vie est une continuité. Mbala est parti, d'autres jeunes vont venir, il y a même ceux qui feront peut-être mieux que lui. Donc je pense qu'il n'y a pas à désespérer. Sa vie est une leçon. Tout à fait, voilà. Merci beaucoup, monsieur Akafou Bertin, d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir accepté de rendre cet hommage à Roger Nyuambala, véritable fierté du cinéma africain.
Voilà, Roger Nwambala, étendard du cinéma africain, a hissé le 7e art du continent avec ses films intemporels. Il nous a offert des histoires riches en émotions et qui continuent d'éveiller les consciences. Vous en êtes convaincus. Alors, reste à pérenniser maintenant, comme vous l'avez aussi entendu, son œuvre pour les générations de cinéphiles. Comme un artiste ne meurt jamais, Roger Nwambala, fervent défenseur du cinéma, vivra jamais dans nos cœurs, il vivra dans le cœur de tous les Africains. Prenez soin de vous. Demain 13h, ne ratez surtout pas le journal de Hamza Diaby. Merci.